Vous m'avez demandé de passer sur le texte de Montaigne, issu des essais, livre 1, chapitre 31, des cannibales. C'est donc un essai qui est publié dès la première édition des essais, en 1580, et qui sera republié évidemment en 1588 et 1595 de manière posthume. C'est un essai dans lequel Montaigne réfléchit à la grande découverte du siècle, à savoir celle du Nouveau Monde et de ses habitants. Et au fur et à mesure de cette réflexion, il va pouvoir proposer un élargissement d'un certain nombre de termes, comme cannibale, comme anthropophagie, etc. Ce sera le cas ici. Et cet élargissement en termes, des définitions des termes qu'on utilise à leur propos, va l'amener progressivement à une objectivation ou en tout cas une remise en cause de ces définitions et de ces concepts. Et donc remettre finalement à sa juste place le jugement, puisqu'il est lui-même un ancien ministre de la Justice. Je vais procéder à la lecture. Ce qui me désole, ce n'est certes pas que nous remarquions l'effroyable barbarie qu'il y a dans une telle action, c'est bien plutôt que, jugeant par leurs fautes, nous soyons aveuglés sur les nôtres. Je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort, à déchirer par des tortures et des supplices un corps qui a encore toute sa sensibilité, à le faire rôtir à petit feu, à le faire mordre et blesser par les chiens et les pourceaux, comme nous l'avons non seulement lu, mais vu de fraîche date, non entre des ennemis d'autrefois, mais entre des voisins et des concitoyens, et, ce qui est pire, sous prétexte de piété et de religion, que de le rôtir et le manger une fois qu'il est mort. La problématique à laquelle je me propose de répondre dans l'explication de ce texte sera la suivante. Comment Montaigne discute-t-il la question de l'anthropophagie ? Pour répondre à cette question, je vais diviser mon texte en 3 mouvements, puisque effectivement c'est la question qu'il va étudier ici, mais il va l'étudier en changeant de point de vue, par une analogie spatiale tout d'abord, de la ligne 304 à 315, puis par une analogie temporelle, de la ligne 316 à 327 jusqu'à application externe, et cette double analogie spatiale et temporelle lui permettra finalement de conclure à partir de ligne 327 jusqu'à la fin du texte 332. Je commence ainsi le commentaire. Montaigne commence immédiatement avec une double tension. Ce n'est certes pas que, c'est bien plutôt que. Il va mettre en tension justement deux conceptions de la barbarie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il se met lui-même à l'intérieur de son jugement, puisqu'il utilise la première personne du pluriel, nous. Remarquons l'effroyable barbarie. On peut remarquer aussi l'adjectif antéposé qui va insister sur le caractère terrifiant de ces actes-là. L'action de laquelle il est question, c'est effectivement l'anthropophagie. Donc l'effroyable barbarie dont il est question, c'est le fait de manger, pour un humain, de manger d'autres humains. Là encore, le terme de barbarie qui était discuté plus tôt va être réutilisé ici à plusieurs reprises à l'intérieur du texte, puisque c'est un des actes par lequel le barbare, le cannibale, se qualifie comme sauvage. Donc on part d'un premier point de vue, il y a une certaine barbarie, mais le problème n'est pas là selon Montaigne, c'est bien plutôt que, le contrebalancement arrive immédiatement, jugeant bien de leur faute, nous soyons aveuglés sur les nôtres. Le problème pour Montaigne, c'est justement de ce jugement qui se veut absolu, alors qu'il n'est que relatif, puisqu'il est centré, européano-centré, il est dépendant d'un certain nombre de concepts, d'un certain nombre d'habitudes sociales, etc. Et comme d'habitude dans cet essai, ce double mouvement va se caractériser par une opposition entre la troisième personne, leur faute, et la première personne, les nôtres. Nous sommes encore au tout début du texte, au début de cet extrait, et Montaigne s'inclut toujours dans la première personne du pluriel. Il ne se met pas encore en dehors de ce jugement évident qui est le nôtre.
simplement. Il va s'en distinguer immédiatement après par l'utilisation de la première personne du singulier. Je pense que là commence véritablement la réflexion, et cette réflexion va se développer en deux mouvements. Premier mouvement, une explicitation très rapide. Il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort. Voilà, deux tensions. Manger un homme vivant d'un côté, manger un homme mort d'un autre, avec du coup le comparatif de supériorité, hein, plus que, et le retour du mot barbarie, puisque c'est bien celui-ci qu'il s'agit d'étudier à travers le fait de l'anthropophagie. Ces deux mouvements, manger un homme vivant, le manger mort, vont être explicités ensuite par toute la fin de ce premier paragraphe, donc jusqu'à la fin de la première partie, ligne 315. Donc manger un homme vivant va être développé très longuement, en 6 ou 7 lignes, puisque à partir de « à déchirer par des tortures et des supplices » jusqu'à sous prétexte de pitié et de religion, tout ça n'est qu'une réexplicitation de manger un homme vivant. Manger ici étant vu au sens figuré, hein, c'est le dévorer, le faire périr dans d'atroces souffrances. Donc manger va devenir torturer, supplicier, rôtir, on retrouve du coup l'idée de cuisine, le faire mordre et blesser par les chiens, les pourceaux. Donc on a 4 synonymes de manger un homme vivant, 4 synonymes qui vont aussi être développés par une parenthèse, une longue parenthèse, qui explicite le fait que non seulement c'est quelque chose que l'on a lu mais vu, donc c'est vrai, il y a un critère de véracité qui est présent ici, véracité qui est d'autant plus prouvable que nous l'avons vu de fraîche date. Donc il fait référence ici évidemment au contexte de guerre de religion, à la fois pour des problèmes de torture ou d'exactions de toutes sortes, mais aussi dans des contextes de siège de ville. Il en reparlera par la suite. Tout cela fait référence à ce qu'il a pu lire dans les mémoires de Blaise de Montluc, par exemple, qui rappellent les exactions commises, mais aussi des cas de force majeure où, durant des sièges de ville, eh bien, les Français de l'époque de Montaigne ont dû manger leurs concitoyens morts pour pouvoir survivre. Donc tout cela va développer manger un homme vivant, et on se rend compte du coup, puisqu'on l'a vu de fraîche date, que tout cela concerne, et avec la référence aussi au prétexte de piété et de religion, tout cela concerne les Européens, les Français du temps de Montaigne. Tout cela, c'est manger un homme vivant, caractéristique de l'Européen. D'un autre côté, le manger mort va être développé très rapidement, le rôtir et le manger une fois qu'il est mort. Donc il est développé très rapidement, et en plus, c'est une véritable répétition, il n'y a pas de variation autour de ce thème-là, donc c'est développé en une seule ligne. Donc cette répétition inégale se traduit aussi dans le système des parallélismes, le faire mordre et blesser par les chiens, qui sont une vraie répétition, alors que le rôtir et le manger est une succession temporelle. Il y a un redoublement de la torture du côté des Européens, alors qu'il y a un procédé plus ou moins long du côté des ceux que l'on appelle des barbares. Donc toute cette accumulation qui passe par l'énumération et la coordination, toute cette accumulation va viser à renforcer le problème de manger un homme vivant, qui est un problème clairement européen. Donc par cette analogie spatiale qui oppose le E, troisième personne, et le nous, première personne, du pluriel, Montaigne montre déjà que ceux que l'on appelle barbares ne sont pas véritablement les plus violents ou les plus sauvages, malgré le fait qu'ils se mangent entre eux. Nous passons ainsi à l'analogie temporelle, puisque Montaigne fait référence